de vous présenter l'IA, d'essayer de mettre le pied à bord et de vous montrer ce qu'apportera l'IA dans vos plateformes lorsque vous embarquerez, ce que ça va vous amener en termes d'aide à la décision, en termes d'aide tout simplement, et d'aide de traitement de données. Sans vous faire de rappeler ce qu'est un bâtiment de combat, dans le domaine des systèmes de combat par exemple, c'est quand même quelque chose d'assez complexe. Vous avez un réseau de capteurs, de senseurs, pour lesquels il faudra maîtriser l'intégration physique, où est-ce que je mets à bord, en haut, à l'avant, à l'arrière, l'intégration fonctionnelle, les incompatibilités entre tous les capteurs. Vous avez ensuite un réseau d'effecteurs, comment je vais à nouveau les intégrer à bord, comment je vais les utiliser, comment je vais proposer à l'opérateur quel effecteur utiliser, et vous avez des systèmes d'aide d'information, d'aide au commandement, avec beaucoup de données non temps réel qu'il va falloir intégrer dans le système pour proposer à l'opérateur une évaluation tactique de son environnement, intégrant à la fois les données temps réel fournies par les capteurs, voire les autres bâtiments de la force, et les données non temps réel. Donc c'est déjà, en termes de fonctionnalité, quelque chose d'assez complexe. Physiquement, c'est complexe aussi. Vous avez à gauche l'échelle de complexité des bâtiments. Le SNLE, aujourd'hui, c'est l'objet le plus complexe au monde. 1 million de pièces. Et quand vous pensez que c'est un objet qui va sous l'eau, à bord duquel on embarque la technologie spatiale et la technologie nucléaire, vous vous rendez compte de la complexité du système. Logiciellement, c'est pareil. Vous avez ici en dessous les échelles des systèmes de management de combat, donc des CMS. Aujourd'hui, sur une frame, le logiciel, c'est à peu près 20 millions de lignes de code. Il faut le faire, il faut le concevoir, il faut le développer, il faut le qualifier, et ensuite il faut l'entretenir. Freda, on va être à 25 millions de lignes de code. L'objectif, c'est pas de monter, mais c'est juste pour vous faire toucher du doigt aujourd'hui ce que représentent les systèmes que vous aurez ou que vous avez à bord de bâtiments lorsque vous embarquerez. Et dans ces systèmes complexes, il va falloir maîtriser le temps, ce qu'on appelle le temps technologique. Un bâtiment aujourd'hui, c'est à peu près 40 ans. Hein, si on fait un raccourci, 10 ans de conception, voire un peu moins, 30 ans d'utilisation, voire un peu plus. Grosso modo, on est sur une quarantaine d'années. Et si vous regardez la courbe des évolutions des technologies dans le civil entre le début de conception du bâtiment et la fin de conception, ça marche ça? Ouais. Entre ici et ici, vous voyez ici une grande évolution des capacités du civil. Or aujourd'hui, nos bâtiments, on les livre à la Marine nationale. On prévoit une refonte à mi-vie, on débarque plein de choses, on embarque plein de choses, et hop, le bâtiment repart pour 15 ans. Ça, clairement, aujourd'hui, c'est plus soutenable dans la mesure où le bâtiment qui sera en fin de vie, il doit pouvoir bénéficier, en termes de capacité, et là je parle bien de capacité pour les marins, de tout ce que va lui amener la nouvelle technologie, en termes de transmission de données, en termes de volume de transmission, en termes de type de transmission de données. Donc il doit pouvoir en bénéficier lorsqu'il sera déployé sur un théâtre d'opération. Donc l'objectif aujourd'hui de Naval Group, c'est bien d'avoir des systèmes qu'on puisse faire évoluer au fur et à mesure de l'arrivée des technologies, dans des cycles assez courts, de manière à embarquer aussi rapidement possible les technologies dès lors où elles présentent un intérêt pour les utilisateurs. C'est clair qu'on va d'abord travailler aussi sur les utilisations, ce que ça va apporter aux marins, ce que ça va apporter à l'équipage, et ensuite d'accélérer le déploiement de l'innovation. On fait beaucoup d'innovation, ensuite on s'arrête des fois, il y a la vallée de la mort, hein, vous l'avez vu sur la courbe ce matin, il faut aller à bord, il faut le qualifier et l'installer dans le système. Donc c'est bien l'objectif d'accélérer cette installation des nouvelles capacités qu'offriront les nouvelles technologies à bord des bâtiments. Alors pour faire cela, déjà on travaille à l'écoute des besoins des marines, hein, sur 3 grands domaines. La supériorité de l'information, toutes les technologies qui vont amener au bâtiment une supériorité de l'information, dans la collecte de l'information, dans l'analyse de l'information, voire aussi dénier l'information aux adversaires qui seront en face de vous. La supériorité dans l'engagement, donc c'est aussi bien dans la mise en œuvre des moyens que dans la furtivité de la plateforme et la robustesse de la plateforme, et la capacité à durer à la mer, effectivement, ça doit fonctionner le temps du déploiement et pas simplement quelques heures, quelques jours ou quelques semaines. Et pour cela, donc, Naval Group a restructuré sa R&D. La R&D s'appuie sur des axes technologiques, hein, ce qu'on appelle des axes technologiques, et on a mis en place des axes fédérateurs que vous voyez ici à droite. Je ne sais pas si vous arrivez à lire. Donc il y a 6 axes fédérateurs pour lesquels on a établi des feuilles de route technologiques qui vont permettre d'anticiper l'arrivée des nouvelles technologies, de les accompagner et de les
déployer le plus rapidement possible. Alors certaines technologies vont toucher plusieurs axes fédérateurs. Monsieur Kiva ce matin parlait du canon électromagnétique, il va aussi bien intéresser la Smart Naval Force, c'est-à-dire la gestion du combat au niveau de la force navale, comment je vais intégrer cette arme et l'utiliser dans un combat de force aéronavale. Le Smart Ship, il faut bien que ça aille à bord, il faut bien qu'on ait les réseaux derrière pour utiliser ce canon électrique, mais aussi le Smart Energy, qui travaille sur l'énergie, parce que sans énergie, il n'y a pas de canon électromagnétique. Et donc, vous voyez que toutes les améliorations, elles vont impacter directement nos feuilles de route techno. Et l'objectif de ces feuilles de route, c'est bien d'identifier les ruptures qui arrivent, à plus ou moins longue échéance, de les accompagner et de les installer, de les déployer à bord aussi rapidement possible, dès lors où on est convaincu que ça présente un intérêt opérationnel pour les utilisateurs. Bonjour à tous. Donc, comme vous l'avez vu, l'intelligence artificielle, pour Navalco, ce n'est pas une capacité opérationnelle, donc c'est une capacité qui est au service des capacités opérationnelles. On regarde évidemment beaucoup de technologies. Vous voyez l'intelligence artificielle, l'Internet des objets, la robotique, les piles à combustible, la cybersécurité, le hardware avancé, donc les high performance computing. On regarde aussi un peu plus de loin les ordinateurs quantiques, mais c'est pas encore tout à fait prêt pour qu'on puisse penser tout de suite à avoir une feuille de route pour les intégrer sur les navires. Alors donc l'IA, on l'intègre déjà en fait depuis quelque temps, comme Thales dans nos systèmes opérationnels. C'est plus de l'IA basée sur des logiques déterministes que sur de l'apprentissage, mais ça a l'avantage justement d'être plus facilement explicable et plus facilement de confiance. Alors comme on l'a vu ce matin, juste avant, effectivement, l'intelligence artificielle sert à améliorer la supériorité de la décision et à accélérer le tempo de cette décision, comme ça l'a été montré par le précédent orateur avec un slide de l'OTAN. Alors, au niveau des principaux outils, entre guillemets, d'intelligence artificielle qu'on utilise, donc effectivement, il y a tout ce qui provient du big data aujourd'hui, comme on l'a vu beaucoup depuis ce matin, tout ce qui est machine learning, donc apprentissage, tout ce qui est web sémantique aussi, avec la compréhension, si possible, sémantique des informations qu'on cherche, par exemple, et puis tout ce qui est aussi issu de la robotique, donc plutôt dans les aspects cognitifs de cette robotique, avec la capacité de raisonner, la capacité de dialoguer aussi avec les êtres humains, même si effectivement là c'est pas un dialogue général, et donc c'est plus facile entre guillemets pour nous de pouvoir imaginer des dialogues dans un domaine plus restreint, des dialogues qui aient l'air intelligents plutôt qu'un dialogue général où effectivement c'est pas encore résolu en termes de recherche scientifique. Alors, on a imaginé donc 4 types de familles de briques technologiques sur lesquelles on commence déjà à travailler. Donc, la perception, donc ça c'est perception, donc on a vu perception en vision par ordinateur, perception par les différents senseurs type radar ou lidar ou autre. L'aide à la décision. Donc là, c'est des aides à la décision de type plutôt planification optimale, planification multicritère, ou du machine learning pour détecter des signaux faibles. Donc, par exemple, dans le domaine de la maintenance prédictive, les signaux faibles, c'est un petit peu moins important, entre guillemets, qu'on n'ait pas une caractérisation précise du résultat, sachant que la machine, elle va juste aider à la décision en disant là, effectivement, il y a un signal faible qui dit qu'il y a peut-être une attaque de cybersécurité, donc il faut préparer une réaction. Mais même si on a cette attaque avec un degré de confiance de 95%, c'est pas grave si on n'est pas certain de pouvoir prouver que c'est réellement un signal faible. Ensuite, on a aussi la famille de briques technologiques qui concerne l'autonomie décisionnelle. Donc là, c'est plutôt pour répondre au Smart Naval Force pour l'engagement de drones ou d'effecteurs. Donc, on travaille par exemple, effectivement pas tout seul, on travaille avec l'ONERA sur la planification de dessins de drones multimilieux, donc pas seulement des drones sous-marins, mais des drones de surface, des drones aériens.
Et puis enfin l'aide à l'exploitation, où effectivement on va essayer de faire des IHM auto-adaptatives qui vont permettre de mesurer en fait l'état de stress des équipages ou du marin pour pouvoir lui présenter des informations plus synthétiques à différents moments et pouvoir donc lui permettre de un peu relâcher le stress et lui permettre donc de prendre des meilleures décisions dans un contexte où il peut avoir une charge mentale trop importante. Alors toutes ces briques, nous on fait de l'IA pour évidemment déjà pas tout seul, dans un écosystème avec des académiques, et on le fait surtout avec une finalité opérationnelle. Donc tout ce que vous voyez vers l'extérieur du schéma, donc ce sont des domaines que l'on a identifiés. Donc vous voyez la maintenance prédictive en haut, les drones multimilieux, la simulation, on a parlé aussi, avec les jumeaux numériques, donc où on va peut-être utiliser les techniques de hybride twin dont on a parlé juste avant, la cybersécurité, la conduite sécurisée de l'aide aux manœuvres. Donc là, c'est pour pouvoir, par exemple, prédire un état de mer un peu plus en avance et pour pouvoir informer les marins suffisamment en avance pour qu'ils puissent réagir à un état de mer qui évolue. Donc là, on fait la reconnaissance automatique de vagues au loin et une anticipation, une prédiction en fait de l'état de mer qui est en train d'arriver. La lutte contre les menaces asymétriques, donc là c'est aussi très important puisque en fait ces menaces-là, elles ont une caractérisation de pouvoir arriver très rapidement et donc il faut pouvoir réagir très très vite et donc les systèmes d'automatisation à base d'IA ou autres, puisqu'on va essayer d'hybrider effectivement tous les types de raisonnements avec des raisonnements plus symboliques, comme on l'a vu ce matin, des raisonnements plus à base d'optimisation multicritère et des raisonnements moins explicables à base de machine learning. Moins explicables pour l'instant, sachant que, comme on l'a dit hier, effectivement, la DARPA a financé depuis peu donc un énorme programme sur le Explainable AI, donc l'intelligence artificielle explicable de type machine learning. Donc nous, on va effectivement suivre tous ces travaux et travailler aussi avec des académiques français pour pouvoir profiter au plus vite de tout ce qui sera découvert dans ce domaine. La lutte et l'engagement collaboratif, donc là c'est pour répondre aux exigences de Smart Naval Force, qui est pas seulement un seul bâtiment, mais un ensemble de bâtiments, plus des drones aussi éventuellement armés autour. Alors dans le domaine naval, il y a une spécificité qui fait que effectivement par rapport au monde civil, l'environnement maritime il est incertain. Donc on a beaucoup d'informations incertaines. Les communications sont pas aussi possibles que dans d'autres domaines. Les opérations sont de longue durée. Donc c'est pas juste pendant 10 minutes qu'il faut réagir, il faut être capable d'interagir avec un équipage pendant la durée d'une mission qui peut durer plusieurs jours. Et puis les menaces sont effectivement spécifiques. Donc comme je vous le disais, donc notre démarche, évidemment, on fait pas tout seul. On s'entoure en fait pour l'analyse du besoin de la DGA, de l'état-major de la marine. Et puis, on s'entoure de partenaires académiques, de start-up, et puis de labos communs. Par exemple, on a créé un labo commun avec l'ENSTA, et ce genre de démarche, on la propose aussi à l'AID, donc à Emmanuel Kiva, qui pense qu'effectivement, ça vaut le coup d'accélérer en fait l'exploration d'idées nouvelles qui viennent pas de nous, mais qui viennent de start-up, qui vont répondre à des besoins qu'on aura définis avec l'état-major de la marine et la DGA. Donc là, c'est ce que je vous disais. On a créé un laboratoire commun avec l'ENSTA ParisTech. Donc, on travaille sur certains sujets où, effectivement, il y a des stages qui sont proposés. Et donc, vous êtes les bienvenus. Nous finirons cette présentation par quelques exemples concrets de ce que peut vous amener, de ce que vous amènera demain à bord de votre bateau l'IA.
Tout d'abord la LCMA, donc la lutte contre les menaces asymétriques. Aujourd'hui, à bord de nos bâtiments, on a des modules qui traitent très bien, qui anticipent très bien la défense antiaérienne de force, avec des modules d'établissement de la situation, des modules d'affectation des armes, prenant en compte toutes les armes disponibles dans la force navale. En revanche, donc là, on travaille à des centaines de nautiques, voire plus, mais pour la LCMA, enfin pour la menace asymétrique, on travaille plutôt à quelques centaines de yards, pas grand-chose, sinon rien, et aujourd'hui, on se débrouille entre ce qu'on a en plateforme et puis le fait de protection qui passera de tribord à bâbord pour gérer la situation en zone proche. La FDI sera le premier bâtiment avec un local dédié au traitement de la menace asymétrique pour présenter déjà une situation jour-nuit 360 et apporter aux opérateurs une appréhension de la situation et ensuite charge à eux de mettre en œuvre les moyens. Demain, ce qui sera développé pourra aider les opérateurs à déjà percevoir la situation, analyser ce qu'ils ont en face d'eux, classer ce qu'ils ont en face d'eux, c'est un voilier, c'est un pêcheur ou c'est autre chose, c'est un jet ski, jour-nuit, toujours pareil, donc les aider dans l'appréhension de la situation et dans l'établissement de leur environnement, apprécier le degré de dangerosité de ce qu'ils ont autour d'eux, et également, à partir d'analyses, évaluer effectivement si un objet qui paraissait anodin au départ devient plus dangereux par un changement de comportement, pas forcément perçu par l'opérateur, mais perçu par les algorithmes qui toucheront derrière, et ensuite proposer aux opérateurs les rédactions adéquates en mettant en œuvre des moyens non létaux ou létaux pour traiter cette menace asymétrique, quelle que soit la menace. Donc déjà un champ d'investigation dans ce domaine pour tout ce qui est protection proche de l'environnement du bâtiment. Deuxième, on parle beaucoup de drones, de mise en œuvre de drones. Le plan Mercator prévoit des drones sur les bâtiments de surface à compter de 2023. Donc les drones, c'est pas seulement poser un drone sur une plateforme et ça fonctionne, c'est l'intégrer physiquement, fonctionnellement, et c'est ensuite demain lui donner une autonomie décisionnelle. Je vais envoyer des drones travailler dans une zone lointaine, soit en établissement de situation, voire même des drones armés, pour traiter des objectifs. Ce que j'attends de ces drones demain, c'est qu'ils aient une certaine autonomie pour traiter les cas non conformes. Et pas que dès qu'il se passe quelque chose, ils reviennent voir la plateforme, on a vu ça, qu'est-ce qu'on fait, vous faites ci, voilà. On a besoin aujourd'hui de développer ce travail-là pour avoir une vraie autonomie des moyens qu'on mettra en œuvre et qui seront à distance éloignés de la plateforme. Donc deuxième axe sur la supériorité de l'engagement, autonomie décisionnelle des drones notamment. Donc, un troisième sujet sur lequel on a commencé à travailler, c'est la maintenance prédictive des moteurs, par exemple, de bateaux. Donc, la particularité qu'on a par rapport au domaine plus industriel, civil, ou par exemple dans le domaine des voitures ou des avions, c'est que nous, on a assez peu de données, donc on a assez peu de données, donc parce qu'il n'y a pas tant de ça de données sur les moteurs. Et donc, on est confronté à un problème scientifique de small data ou no data. Et effectivement, donc on peut pas résoudre ça tout seul, puisqu'il faut qu'on attende les travaux de recherche académique, et on essaye de commencer à travailler avec des outils de statistiques avancés qui sont pas de l'IA pure, mais qui quand même fournissent des bons résultats en attendant que la recherche scientifique avance. Et donc effectivement, on expérimente quand même des solutions de big data, mais en partenariat avec des industriels, des académiques, pardon. Et donc en guise de conclusion, donc le numérique au cœur des systèmes navals, donc c'est pas seulement l'IA et le big data, mais aussi le jumeau numérique, ou les jumeaux numériques fonctionnels, qui permettent donc de aussi prendre des décisions ou expliquer des choses ou avoir des modèles qui sont plus proches qui sont plus compréhensibles, on va dire. Les infrastructures numériques, nous, elles sont embarquées, donc on n'a pas toute la capacité de calcul infinie que peut avoir Google dans l'instance data center. Et puis le chantier naval 4.0 qui est ce que nous on a appelé l'axe fédérateur Smart Industry, où on va
on va accélérer en fait la création de bateaux, puisque jusqu'à présent c'était les autres use cases, les autres cas d'utilisation, c'était plutôt sur la vie opérationnelle, mais il faut aussi les créer à un moment donné, et donc avoir toutes les méthodes de conception qui vont permettre de créer plus rapidement ces bateaux avec autant de créativité possible et le moins de freins. Voilà, merci beaucoup. On a moins de données qui proviennent des moteurs de bateaux, effectivement. On a moins d'historique, et puis on a sûrement moins de bateaux de guerre que d'avions civils qui volent, et donc on a effectivement moins d'historique de données surtout. Ah si, justement, c'est pourquoi, parce qu'on n'a pas commencé à travailler dessus depuis assez longtemps pour avoir assez d'informations, sachant que voilà, c'est surtout ça. Vous avez parlé tout au début d'une restructuration opérationnelle qui serait plus fréquente que ce qu'on fait actuellement, de façon à se tenir à jour d'un point de vue technologique, notamment de l'intelligence artificielle. Malheureusement, la marine française dispose, dans la d'autres marines, et notamment la demande opérationnelle, de peu de bâtiments de guerre. Est-ce que vous n'avez pas peur que cette restructuration plus fréquente cause des problèmes dans la force d'un point de vue des capacités opérationnelles? Quand je parle d'évolution de système, aujourd'hui, un système de combat, pour ce qui me concerne, il est conçu, si demain on doit intégrer une nouvelle capacité, ça a un impact sur le système. Donc il y a des modules qu'il faut réouvrir, insérer la capacité, requalifier, enfin refermer, requalifier l'ensemble du système, et c'est souvent des processus assez longs qui peuvent générer du temps et donc de l'argent. Aujourd'hui, le travail sur les systèmes, c'est justement de concevoir les systèmes un petit peu différemment, notamment en termes d'interface, et on ne travaille pas seul, on travaille avec nos partenaires, de manière demain à pouvoir travailler avec une PME, avec une start-up, travailler sur des interfaces définies, prendre ce qu'a fait la start-up, la PME, l'intégrer directement, parce que les interfaces sont publiées, et l'intégrer dans le système, sans réouvrir tout le système. Et c'est là l'enjeu. C'est bien un travail de conception, d'ingénierie du système pour faciliter demain le déploiement d'innovation. Aujourd'hui, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Et l'idée, elle est bien là. Elle est bien de travailler dans ce sens-là, de manière à raccourcir les boucles et à installer aussi vite que possible, ou en tout cas à tester aussi vite que possible. Et si le test est concluant, déployer aussi rapidement que possible les innovations qui amèneront des incréments capacitaires. Donc c'est un travail d'ingénierie, beaucoup d'ingénierie. Je vais essayer de dire que le commandant de bord, le Pacha, avait 30 secondes pour réagir, pour savoir s'il fallait de la réaction. Est-ce que ce temps a baissé ou pas? Donc je réponds oui ou non, c'est ça? Bon, non, le traitement des menaces hypervéloces, ça pose plein d'autres questions. D'abord, le maintien de l'homme dans la boucle. Monsieur Kiva en a parlé ce matin. Est-ce qu'on peut concevoir qu'on maintienne l'homme dans la boucle lorsqu'il faut traiter des menaces hypervéloces? On s'est posé la question il y a pas mal d'années lorsque les FA sont arrivés en service. On avait des systèmes de guerre électronique qui fonctionnaient tout seuls. Et grosso modo, tous les brouillages réflexes, les brouillages adaptés, l'opérateur se retournait parce que l'OQO lui posait une question, et quand il remettait le nez sur sa console, le système GE avait mis en place des leurres, il n'avait rien vu. Donc on avait sorti l'homme, parce que de toute façon, aux échelles de temps où ça se passait, on parlait en millisecondes, l'homme ne pouvait plus intervenir de manière efficace. Enfin, en tout cas, si on le laissait intervenir, c'était fini. Le missile avait accroché, et il y a une chose dont on était sûr, c'est qu'on le ferait plus décrocher. Donc là, effectivement, les menaces hypervéloces, elles vont poser cette question du maintien de l'homme dans la boucle, et comment on le maintient, et sous quelle forme. Elles posent aussi d'autres questions en termes de temps en termes effectivement de temps de réaction. Mais elle ne va pas intéresser que Naval Group. Si dans le système, j'ai des algorithmes qui traitent les menaces hypervéloces, très bien. Mais en amont, il me faut les capteurs pour les voir. Et en aval, il me faut les effecteurs pour les traiter. Donc c'est bien une démarche globale de traitement de ces nouvelles menaces, ou les menaces hypervéloces manœuvrantes, par exemple, pour intégrer cette capacité de bout en bout, donc de la détection au pistage jusqu'au traitement, sur laquelle il va falloir travailler. Et ensuite, effectivement, il y a probablement des fois où l'homme ne pourra plus être maintenu dans la boucle, parce que si on le maintient, on aura un taux d'efficacité qui va baisser. Donc se posant d'autres questions, de la confiance dans le système, du fait que l'opérateur puisse suivre ce qui se passe, ça tire effectivement beaucoup d'autres questions derrière qu'un simplement maintien de l'homme ou un temps de réaction.